On est très content de lancer un peu de vive voix les commémorations liées au centenaire de l'heure joyeuse avec cette table ronde, des commémorations qui se passent aussi en ligne, puisque aujourd'hui a été publié le billet, l'original de la semaine, qui donne la parole au vase, puisqu'on a pris le parti avec nos complices Jean-Marie Privat et Marie-Christine Vincent qui sont présents, de donner la parole aux objets de cette bibliothèque. Donc vous avez déjà pu découvrir le tiroir des fiches de l'heure du conte. Vous avez le vase aujourd'hui, donc vous pouvez retrouver ça sur le portail des bibliothèques patrimoniales et spécialisées. Et vous aurez la petite chaise au mois de septembre qui apportera son lot de témoignages. Avec aussi des mises en ligne de collections qu'on a fait numériser dans le cadre du centenaire. Donc vous allez pouvoir, normalement si tout va bien, découvrir les travaux des enfants réalisés jusque dans les années 50, donc toutes les affiches, y compris de Pierre Delvès, adolescent, etc., qui ont été numérisées et qui vont être mises en ligne normalement en juin-juillet. Les rapports annuels, donc on reparlera des sources qui vont arriver aussi, et comme ça on va essayer de marquer un petit compte à rebours jusqu'au début vraiment officiel du centenaire, qui sera donc le lancement de l'exposition consacrée à ce centenaire le 12 novembre 1924 à la date 12 novembre 2024 à la date anniversaire du 12 novembre 1924, et donc vous avez déjà tous vos agendas, vous pouvez déjà tous réserver la date avec le vernissage de l'exposition qui se tiendra dans la salle d'exposition et comme d'habitude qui sortira un peu des murs avec un apport contemporain au niveau design de Serge Bloch et Gérard Le Monaco et beaucoup d'archives dont vous allez entendre parler aujourd'hui et dont vous pourrez voir les pièces originales dans l'exposition. Pour ce soir, on a choisi de s'intéresser justement à comment on peut exploiter ces archives et qu'est-ce qu'on peut en tirer sur la connaissance du métier qui est celui d'un bon nombre d'entre nous dans la salle ou que vous pouvez observer en tant qu'usager également. Donc le métier de bibliothécaire jeunesse. Et pour ça, on a demandé à Isabelle Antonucci, qui est conservatrice honoraire des bibliothèques et historienne spécialisée en histoire culturelle du livre et des bibliothèques, très intéressée par l'orientation biographique et membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui est surtout l'autrice que vous avez déjà pu entendre au CDML à Buffon de Bâtisseuse de la lecture publique. Je vais quand même te présenter Viviane Ezrati, qui est donc co-commissaire de l'exposition à venir avec moi et surtout directrice de l'heure joyeuse pendant très longtemps, première directrice de Françoise Sagan et donc à la manœuvre pour transférer le fonds patrimonial à Sagan et spécialiste de l'histoire des bibliothèques pour la jeunesse, voilà, qui nous rappellera les très grandes lignes de cette histoire et qui nous parlera de son propre rapport aux archives pour notamment les sources que tu as exploitées pour les 70 ans, puisque ça fait plusieurs anniversaires qu'on fête. Laura Vallet, qui travaille à la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weil et qui a donc pas mal travaillé sur les sources et les archives dans différents lieux aussi pour documenter la figure de Jacqueline Dreyfus-Weil, qui a donc été stagiaire à l'heure joyeuse, mais qui a surtout fondé la section enfantine de la bibliothèque Fessard, qui a fêté, elle, son centenaire il y a 2 ans. Guillaume Dreyfus, petit-neveu de Jacqueline Dreyfus-Weil, qui s'intéresse aussi au parcours de sa grand-tante et professionnelle et aussi toutes les activités culturelles qu'elle pouvait mener. Et Jean-Marie Privat et Marie-Christine Vincent. Donc pour Jean-Marie, professeur émérite des universités de Lorraine, et Marie-Christine Vincent, maîtresse de conférences. Tous les deux travaillent en littérature générale et de jeunesse et s'intéressant plus particulièrement au dispositif de médiation culturelle dans les espaces publics et à l'ethnographie des interactions entre culture écrite et pratique d'oralité, et surtout qui ont dirigé le numéro des cahiers de littérature orale que vous avez au bout de l'estrade, dans lesquels ils ont déjà beaucoup travaillé sur et donc les archives, et notamment les fameuses fiches de l'introduction de Viviane, qui va rappeler les grandes lignes de l'histoire de l'heure joyeuse pour vous remettre dans le bain. En fait, je vais retracer en 3 minutes, en fait, pour ceux qui connaîtraient moins, juste donner quelques repères par rapport à l'histoire des bibliothèques jeunesse en France. La date importante, en fait, c'est le repère, c'est la Première Guerre mondiale. Donc, avant la Première Guerre mondiale, vous avez en France essentiellement des bibliothèques dites savantes, et vous avez, depuis le 19e siècle, des bibliothèques populaires pour éduquer le peuple, etc. Voilà. Et ces bibliothèques, elles sont qualifiées de cimetières de livres parce que vous avez des jaquettes noires,
derrière des grillages ou au moins derrière des barrières avec un gardien en uniforme qui va vous tendre le livre. Vous aurez rédigé une petite fiche, vous donnez le numéro et on vous donnera le livre. Donc on est très loin des bibliothèques modernes. En ce qui concerne les enfants, il y a des livres qui sont prêtés aux enfants avant la Première Guerre mondiale. En 1861, il y a une circulaire qui demande aux écoles d'avoir une armoire qui contient 100 livres. Et ces 100 livres doivent servir aussi bien aux besoins des enfants qu'à ceux des familles. Le problème, c'est que en 1914, sauf de la part des instituteurs astucieux qui se sont débrouillés pour trouver des moyens, ben les livres n'ont pas été renouvelés, en tout cas par l'éducation nationale. Il y a aussi des bibliothèques dans les paroisses, dans des mouvements de jeunes. Il y a aussi des cabinets de lecture où il y a des livres pour enfants. Et il y a des livres pour enfants, en fait, pour la jeunesse, je dirais, en plus pour les collégiens, dans les bibliothèques populaires. Mais on est vraiment loin des sections jeunesse qu'on connaît aujourd'hui. Alors, avant la guerre, il y a des modernistes, des gens qui veulent vraiment réformer cela. On va forcément citer Eugène Morel, qui va visiter les bibliothèques aux États-Unis, en Angleterre, publier un ouvrage qui s'appelle La librairie publique en 1910, et même expérimenter... bravo, merci. Et même lancer un peu une expérience à la bibliothèque de Levallois-Perret, avec donc un accès direct au rayon, hein, plus de grillage, le classement du Way. Pour ceux qui veulent en savoir plus, demandez à n'importe quelle des bibliothèques dans la salle, on vous expliquera. Voilà. Le problème, c'est la Première Guerre mondiale arrive, met un frein à tout cela, et il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale, où là, après l'armistice, des comités américains vont aider à la reconstruction du nord de la France, en particulier de l'Aisne. Le plus célèbre, qui va être cité, c'est le comité aux régions dévastées, créé par Anne Morgan, la fille du banquier, et qui vont mettre en place, ils pensent qu'il ne suffit pas de renouveler l'agriculture, etc., de reconstruire, mais que la culture est tout aussi importante. Et donc, ils vont mettre en place des bibliothèques modernes qui fonctionnent comme ça fonctionne aux États-Unis. Voilà. Et dedans, il y a des sections pour enfants. Le comité qui concerne l'Heure Joyeuse, c'est un autre comité américain qui s'appelle The Book Committee on Children's Libraries et qui veut faire œuvre, entre guillemets, pédagogique et qui propose à la ville de Bruxelles et à la ville de Paris de créer une bibliothèque spécialisée pour la jeunesse comme il en existe depuis la fin du 19e siècle aux États-Unis. Bruxelles accepte d'abord, donc l'Heure Joyeuse de Bruxelles ouvre en 1920 et celle de Paris ouvrira en 1924 et une des conditions du don, c'est qu'elles deviennent, les deux d'ailleurs, municipales un an après l'ouverture. Voilà. Je ne détaille pas parce que vous en saurez bien plus quand vous reviendrez voir l'exposition en novembre. Voilà. Tout ça pour dire que l'Heure Joyeuse, en fait, il y aura les principes américains, hein, j'ai dit accès direct au rayon. L'idée, c'est more homes than a school, c'est-à-dire se sentir un peu comme à la maison, avec des vases, des fleurs, enfin quelque chose de vraiment accueillant. Et puis, principe français mis en place par les bibliothécaires françaises qui s'inspirent des méthodes d'éducation nouvelle. Voilà, donc il va y avoir une participation des lecteurs à la vie de la bibliothèque, des activités, etc. L'Heure Joyeuse va vraiment être pris comme modèle pendant des années, c'était le but d'ailleurs du comité, hein, que ça se développe, d'autres sections jeunesse ou bibliothèques jeunesse ouvrent en France, c'est ce qui va se passer, mais à très petite vitesse parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc il y aura l'Heure Joyeuse de Versailles, hein, il y a un ouvrage qui a commémoré l'anniversaire, Toulouse, enfin bon, il y en a pas mal. Et ça va servir de modèle jusqu'à la création de la Joie par les livres en 1965 qui va renouveler le modèle. Mais Geneviève Patte et Isabelle Jean, qui sont à l'origine aussi de cette création, ont été stagiaires à l'Heure Joyeuse. Voilà. Mais en gros, le développement des sections jeunesse en France, c'est vraiment à partir des années 70. Alors je vais juste vous redonner encore 3 dates et je m'arrête. C'est pour éclaircir quelque chose qui n'est pas toujours très clair dans nos têtes. En 1924, l'Heure Joyeuse ouvre rue Boudebris dans le 5e arrondissement, en plein quartier latin. Va déménager en 1974 dans une nouvelle construction à quelques mètres de là, rue des Prêtres Saint-Séverin.
Et en 2004, il y a une menace de crue de la Seine, et le fonds patrimonial, le fonds, enfin, avec les collections anciennes et les archives, doit déménager dans des entrepôts, et ça va être la médiathèque Françoise Sagan qui va accueillir ce fonds patrimonial. Donc en fait, l'Orge Joyeuse finalement est sur 3 lieux. Voilà. Alors, bonjour à tous. Ça va fonctionner. Oui, c'est parti. Merci pour votre présence. Ça fonctionne? Parfait. Alors, ma communication, elle retrace la démarche que j'ai entreprise pour la réalisation de l'ouvrage des bâtisseuses de la lecture publique. Et je vais identifier, enfin je vais parler de cette recherche à partir de 3 points. Donc identifier les femmes que j'ai recherchées, tracer leur parcours et puis ensuite comprendre et restituer. Je me placerai pour commencer sur cette belle citation de Michel Perrault. Entre fugacité des sources et océan de l'oubli, ils sont étroits les chemins de la mémoire des femmes. Une citation de 1987 sur qu'est-ce que le métier de femme. Alors, bien sûr, l'archivage et la conservation ne sont pas neutres. Ils sont résultats d'un rapport social et d'un rapport de force. Et dans l'histoire des bibliothèques, le rôle des femmes a été quand même oublié, minimisé, parce que la parole et le pouvoir ont été accaparés par les hommes qui ont dirigé les bibliothèques. Alors bien sûr, une dizaine de pionnières survolent cette opération d'oubli, mais elles étaient des exceptions, donc Marguerite Gruny, Madame Le Riche, elles étaient des exceptions, leurs itinéraires restent exceptionnels, mais beaucoup d'autres femmes ont contribué à bâtir le service des bibliothèques. Et c'est elles que je suis allée chercher. Donc, où sont ces femmes? Comment les ai-je retrouvées? Donc, leur identité avait été oubliée. Je suis repassée en arrière. Alors, attends, c'est... Non, oui, il faut bien le mettre dans le bon sens. C'est bon, on y est. Donc, leur identité avait été oubliée. Donc, il fallait d'abord que je commence à trouver des noms, puisque je ne connaissais même pas leurs noms. Donc, démarrer a été assez complexe, parce que sans nom, comment trouver des personnes? Et puis, finalement, c'est un archiviste des Archives nationales qui m'a aiguillée vers le journal officiel de la République française, où j'ai repéré, vous en voyez un extrait là, les arrêtés de nomination. J'ai poursuivi avec les listes des stagiaires reçus à la Sorbonne et les archives de l'enseignement supérieur qui sont sur Calam. Bon, ce sont des bribes à chaque fois, hein, des bribes de noms. Je m'étais fixé un critère chronologique strict, hein, c'est-à-dire que je n'ai retenu que les femmes nées avant 1920, puisque je voulais parler des premières femmes. Et puis, mon objectif, ce n'était pas l'exhaustivité, ni même la biographie, mais de disposer d'une base représentative. Et donc, à partir de cette méthode un peu itérative, j'ai réussi à identifier 200 noms. Donc, j'avais plus ou moins une liste qui s'est... Hop, je suis dans le bon sens. Voilà, donc là, vous avez les archives de la Sorbonne, par exemple, et puis un arrêté de nomination, donc qui me montre que cette dame, elle est conservatrice, mais il y avait aussi des postes de bibliothécaires qui passaient dans les archives. Donc ensuite, j'avais cette base de noms, qui s'est étoffée d'ailleurs au fil du temps, elle n'a pas été fixe, et ensuite il fallait évidemment que je reconstitue la carrière de ces personnes. Alors énormément sont partis, sont totalement oubliés, et on n'arrive absolument à identifier aucune trace. Donc j'ai poursuivi dans de multiples sources, et puis je ne les ai pas toutes épuisées, pour donc retracer les parcours et tirer des données qui me permettaient de comprendre le déroulement des carrières, de les comparer, et puis aussi d'avoir des indications quand même sur la vie personnelle. Donc les archives des écoles, des concours, sont précieuses. Alors je ne me suis pas forcément beaucoup intéressée à l'école des Chartes, parce que les femmes dans l'école des Chartes
ça avait déjà été traité, et puis que c'est assez facile en fait hein, de retrouver les femmes de l'école des Chartes, puisque tout est en ligne, il y a le bulletin, donc on a toute leur carrière assez facilement retracée pour celles qui font carrière, puis il y en a beaucoup en fait qui arrêtent leur carrière. Donc, j'ai utilisé les archives d'autres écoles, comme l'école des bibliothécaires installée rue de l'Élysée, qui a formé environ 200 étudiants, et en grande partie des femmes, beaucoup d'ailleurs de personnes aussi qui venaient de l'étranger. Et ces archives sont conservées à l'Institut catholique. Alors, voici par exemple les fiches de Sophie Essaillant, Edith Stein, alors là, Edith Stein, des personnes dont je n'ai absolument pas réussi à retrouver la trace, qui était stagiaire à Vessard, Marguerite Pierrard, adjointe à l'heure joyeuse de Bruxelles. De Bruxelles, oui, oui. Oui, au début, je me suis dit, ah non, non, de Bruxelles. Alors, on y trouve aussi Marguerite Gruny, la fiche de Marguerite Gruny, et beaucoup d'informations figurent sur un dossier d'inscription. Hein. Donc on a un état civil, une adresse, le déroulé des études. Là on pose des questions, vous ne voyez pas je pense, sur la santé, l'ouïe, la vue, la parole, s'il y avait des soucis, sur les voyages effectués. Dans la fiche aussi est demandée la liste des 10 livres lus. J'ai pu faire un petit chapitre sur les lectures de ces femmes, la pratique des langues, la machine. Alors il y en avait beaucoup qui parlaient anglais, je pense que c'était peut-être un peu exagéré. La machine à écrire, la sténo, les expériences, les objectifs professionnels. Et donc Marguerite Gruny voulait devenir aide bibliothécaire à l'heure joyeuse. Elle est admise. Donc ensuite il y a une fiche qui est établie avec des appréciations en anglais, puisque bon, les directrices de l'école étaient anglaises, et donc jeune, avec la positivité de la jeunesse, elle a du charme et de l'habileté, et connaît et aime les enfants. Elle est familière avec la littérature enfantine. Elle est exceptionnelle. Donc avec toutes ces appréciations, c'est vrai que ça permet aussi, au-delà des documents un peu raides d'état civil, d'avoir des données sur la personnalité de ces femmes. Alors, on y trouve aussi Claire Huchet, qui est aussi admise dans cette formation, et dans l'appréciation, il est écrit « Elle est née pour être bibliothécaire ». Voilà, ça a été juste. Alors, un autre outil indispensable à la suite de ça, donc après les écoles, les concours, hein, là, bon, j'ai pas fait de photos, mais il y a aussi tout ce qui concerne le passage des concours avec les stages, etc. Et donc là, on a aussi beaucoup d'informations. Donc ensuite, quand j'ai eu ma base, il fallait que j'étoffe. Et donc là, ce sont les dossiers de carrière qui permettent de reconstituer les parcours. Donc ces dossiers sont disponibles aux archives municipales, nationales, départementales, dans le respect du droit, 50 ans après le décès. J'ai aussi beaucoup utilisé une source très riche, c'est les archives de la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale a un service d'archives qui conserve ces dossiers du personnel, et donc très intéressant parce que très bien conservé. Parce que les conditions de versement de ces dossiers ne sont pas uniformes. Je ne suis pas une spécialiste des archives et je ne suis pas penchée sur la manière dont c'était conservé et sur toutes les règles, mais j'ai vu de grandes disparités. Donc les contenus sont assez inégaux. Dans un dossier de carrière, donc figurent des informations sur l'état civil, la situation familiale. Ce qui est très intéressant aussi, c'est toute son évolution jusqu'à la retraite ou parfois au décès de la personne. Tous les arrêtés, les actes officiels, les données sur les congés, les arrêts maladie, détachement, mutation, des renseignements aussi sur le cœur de métier, avec les notations, les évaluations, les rapports sur l'exercice du métier, la qualité professionnelle, et puis aussi parfois des choses sur les caractères de la personne. Et puis une autre partie, la plus inégale, concerne la correspondance. Et là, on peut avoir une grande diversité d'informations, souvent riches, intéressantes et variées. Et par exemple, j'ai pu écrire tout un chapitre sur les voyages, puisque en grande partie grâce aux sources de la Bibliothèque nationale, parce que les bibliothécaires de la Bibliothèque nationale ont beaucoup voyagé et ont beaucoup écrit un monsieur à leur administrateur, écrivait des lettres manuscrites, pour leur raconter leur périple et leur voyage. Donc, par exemple, Madame d'Orléans qui part 4 ans en Chine et au Japon en 1925, comme ça, enfin 1930 peut-être.
Alors, je vais vous parler d'un cas de bibliothécaire. Je reviens au bibliothécaire jeunesse et je vais vous parler de. Ah ben, c'est pas facile de ne pas voir en fait. Ah, je l'ai là. De Suzanne Dobelman. Suzanne Dobelman-Krashenko. Alors, j'ai pris parti dans mon livre d'utiliser en fait le nom de jeune fille. Donc, elles s'appellent toutes de leur nom de jeune fille et ensuite leur nom de femme mariée. Donc, c'est Suzanne Dobelman à l'époque où je vais en parler, puis vers 1945-46, elle s'appelle Madame Kravchenko, qui d'ailleurs là, elle est sous le nom de Madame Kravchenko. Je crois qu'elle se marie en 45-46. Alors, elle est diplômée de l'école des Chartes. Elle est nommée en 1934 à Poitiers, et puis de 37 à 49, elle est bibliothécaire en chef à la bibliothèque municipale de Toulouse, qui est quand même une grande bibliothèque. Elle remplace un éminent chartiste qui est parti à la retraite. Et son dossier de carrière comprend 47 pages. Elle a la particularité, donc, d'ouvrir une bibliothèque jeunesse. Elle avait connu à Paris l'Heure Joyeuse. Et dès 1938, donc à peine arrivée à Toulouse, elle commence à monter un projet pour une bibliothèque pour les enfants. Alors, voici l'extrait d'un article qu'elle publie en 1940. Vous avez un petit texte dans lequel figure l'engagement des jeunes inscrits. Donc, quand ils s'inscrivent, ils s'engagent en écrivant mon nom, je deviens membre de l'Heure Joyeuse et promets de prendre soin des livres et d'aider les bibliothécaires à rendre notre bibliothèque agréable et utile. Dans cet article publié en 1940, elle nous dit aussi, donc nous avions une grande et belle salle, il restait à la meubler. Malgré les difficultés budgétaires, nous avons eu une subvention de la Bibliothèque nationale. Quelques jeunes filles et professeurs du lycée sont venus bénévolement nous aider. Les bibliothécaires forment des enfants pour gérer le prêt. La bibliothèque devait ouvrir uniquement le jeudi et finalement, avec l'afflux de réfugiés, elle ouvre tous les jours. La bibliothèque est un cercle dont les enfants ont la responsabilité. On retrouve l'idée dont a parlé Viviane de l'éducation nouvelle. Alors ces dossiers, ils apportent aussi des petites pépites, donc je vais sortir des bibliothèques pour enfants et faire un aparté avec le chien de Madame Dobelman, qui occupe quand même 5 pages dans son dossier, donc ça fait presque 10% du dossier sur le chien de Madame Dobelman. Donc les faits, donc avant-guerre, la bibliothèque de Toulouse disposait d'un veilleur de nuit, souvent en état d'ébriété. Donc il est mobilisé, mais personne n'est là pour le remplacer. Alors, Madame Dobelman prend à la SPA un setter irlandais qu'elle paye 15 francs. Le chien, dit-on, est devenu un bon gardien qui fait fuir les ivrognes ou les gamins qui sautent la grille pour casser les carreaux. Toutefois, elle souhaite que le chien soit pris en charge par la ville. Et elle écrit « Ce n'est pas pour mon agrément que j'ai cette énorme bête. » Elle veut... cite-t-elle, que comme les chiens de cimetière, ils soient nourris en eau grasse des fourneaux économiques. Et que la taxe municipale sur les chiens, j'ai mis longtemps à trouver ce que ça voulait dire, donc c'est une loi d'août 1855 qui a instauré une taxe municipale sur les chiens, qui coûtait quand même 120 francs par an, soit à l'achat, ne soit pas à sa charge. Donc sa requête est retenue après un certain nombre de courriers et on lui dit « le chien est désormais fonctionnaire municipal ». Et vous avez là la note de 1941 qui officialise le fait que la vie paye l'impôt, l'entretien. Voilà, alors je pourrais apporter beaucoup d'autres exemples où les archives parfois effectivement nous égarent tout à fait loin du sujet. Des bribes fugaces qui questionnent, j'ai quand même dû chercher l'impôt municipal, je ne connaissais pas, pour essayer de comprendre pourquoi ça prend tant de place. Mais en même temps, cet égarement dans les archives, c'est aussi le plaisir de la recherche en fait, c'est qu'on rebondit sur tout à fait autre chose. Je ne vais pas devenir, je pense, spécialiste des chiens municipaux. La suite,
c'est comprendre. Donc voilà, après on a une masse de documents, masse de sources primaires, et ensuite il faut essayer de les relier à l'histoire du temps, à l'actualité, aux articles de presse, aux revues, aux monographies, aux livres écrits pendant, après, avant. Les écrits des bibliothécaires, bien sûr, sont utiles, mais ils sont souvent quand même spécialisés dans un domaine et ils n'apportent pas un éclairage sur la place des femmes dans leur organisation, sur leur évolution. On parle du travail de bibliothécaire, c'est pas forcément ça qui m'intéressait. Alors il y a un certain nombre aussi de travaux mémoriels. Certains ont écrit leurs mémoires, très rares, comme Suzanne Brière. D'autres ont été interviewés sur leur carrière. Bon, c'est le cas de Madame Gruny, qui a été largement interviewée. Les historiennes américaines ont mené des recherches dans les années 80 sur ce sujet. Voilà, donc en croisant les itinéraires, les discours, on explicite les relations de pouvoir et on arrive à raconter mieux cette génération, comment elle s'insère, comment elle travaille, comment elle vit, comment elle intègre ces itinéraires et comment elles intègrent aussi un peu la société en général. Alors, un point de vigilance essentiel, c'est décrypter les argumentaires en les ancrant dans leur époque. Dans la première moitié du XXe siècle, la vision essentialiste des sexes domine les mentalités. Alors je peux la résumer avec une citation de Paul Cambon en 1906. « Une poule ne peut pas chanter comme un coq ». Donc les femmes et les hommes ont des fonctions, des places, des destins qui sont différents et qui sont liés à leur biologie. Il faut absolument comprendre cet état d'esprit, le décrire, l'analyser, mais surtout pas le juger avec notre vision de 2024. Autre point important dans les archives, c'est ne pas oublier l'iconographie. Alors aujourd'hui, on est dans un monde de l'image, mais aussi les images, elles parlent beaucoup. Ça nous dit beaucoup, les images. Donc chercher les photos et ne pas oublier de photographier au fil des recherches. Donc là, vous avez une photographie qui est issue de l'American Library avec, on revient à l'école des bibliothécaires, je crois que c'est 1926, vous avez donc les directrices en première ligne, et puis ensuite, je ne les ai pas notées, mais donc vous avez une grande pionnière qui est Yvonne Aubdon, et puis les grands mentors, Gabriel Henriot et Eugène Morel. Voilà, donc ensuite ça fait 1215 fichiers, 3 mégas de données pour écrire ce livre et qui a pour modeste ambition donc d'ajouter des femmes à l'histoire, à la première histoire du XXe siècle des bibliothèques. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si les questions sont Une question maintenant, sinon on continue et on recoupe après. Oui, peut-être. Du coup, on va s'intéresser à une figure de pionnière en particulier après avoir vu ce panorama général avec Isabelle, qui est la figure de Jacqueline Dreyfus-Weil avec les recherches de Laura et puis les apports aussi de Guillaume. J'essaye avec ça aussi. Voilà. C'est pas le même coup. Qui est Jacqueline Dreyfus-Weil? Vraiment un mot pour commencer. Donc c'est une bibliothécaire. Elle a été formée à la bibliothèque de l'Heure-Joyeuse et elle travaille à la bibliothèque Fessard de 1933 à 1937 en section jeunesse comme bibliothécaire temporaire. À partir de juillet 1937, elle travaille à la bibliothèque Sainte-Geneviève et le 16 mai 1942, elle est arrêtée en même temps que son amie France Bloch-Serrazin, qui était une résistante juive communiste. Et parce qu'elle est juive, Jacqueline Dreyfus-Weil est déportée à Auschwitz et assassinée dans les chambres à gaz en février 1943.
on a croisé son chemin pour la première fois en fin 2021. Parce qu'on allait fêter les 100 ans de la bibliothèque Fessard en 2022 et que du coup on s'est rendu compte qu'en fait qu'on ne connaissait absolument pas l'histoire de la bibliothèque où on travaillait et qu'on avait envie de fouiller et de redécouvrir cette histoire pour le centenaire. Donc on a croisé Jacqueline pour la première fois dans les cahiers de littérature orale et Viviane Ezrati nous a parlé des archives du fonds patrimonial de l'Heure Joyeuse, puisque dans ces archives ont été conservés les écrits professionnels de Jacqueline qui ont été donnés à la bibliothèque après sa mort par son mari, Raymond Veil. Donc, dans ce fonds d'archives, on trouve des dossiers de fiches, des comptes rendus d'heures du compte, des comptes rendus de lecture. On trouve un journal qu'elle a tenu alors qu'elle travaillait dans une petite bibliothèque à Ménilmontant. On trouve aussi des documents concernant les bibliothèques enfantines et sa participation à la diffusion du modèle de l'Heure Joyeuse. Les notes de conférence, des copies de lettres à des bibliothécaires, etc. On y trouve aussi des lettres qu'elle a écrites à Marguerite Gruny. On s'est également intéressé aux archives de la bibliothèque Fessard qui ont été versées autour de 2013 aux archives de Paris et donc qui sont actuellement conservées aux archives de Paris. Donc on y trouve à la fois des documents administratifs, des rapports d'activité, des notes de service, des factures, le dossier de gestion du personnel, mais aussi, et c'est ce qui fait la richesse de ce fonds, de nombreuses photographies sur toute l'histoire de la bibliothèque, vraiment des années 20 aux années 2010, et des travaux d'enfants, là aussi sur une très large période. Donc ces deux fonds, ils étaient connus, mais ce qui nous a intéressés dans nos recherches et ce qui avait été peu ou pas fait jusque-là, ça a été justement de croiser ces deux fonds qui étaient finalement assez séparés l'un de l'autre. Ce qui nous a permis à la fois de voir émerger le quotidien d'une section enfantine de la bibliothèque Fessard dans les années 30 et de découvrir le parcours professionnel de Jacqueline Dreyfus-Veil. Donc voilà la bibliothèque dans les années 30. Donc, on a aussi eu d'autres sources. Là par exemple c'est une photo de la bibliothèque qui est conservée à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Donc c'est une bibliothèque construite sur le modèle américain qui a été créée en 1922, mais ce bâtiment qui est toujours le bâtiment actuel de la bibliothèque a été ouvert en 1932, donc quand Jacqueline y arrive il est presque neuf. Et donc voilà la section enfantine. Et on arrive à retracer toute la vie de cette section jeunesse. Donc les heures du conte qui avaient lieu une fois par semaine et pour lesquelles Jacqueline rédige systématiquement un compte-rendu dont on vous parlera en détail juste après. Et nous, je pense que ce qui nous a intéressés, c'est peut-être une approche un peu différente de celle de Jean-Marie et Marie-Christine. C'est justement ce que ça dit du quotidien de la bibliothèque de façon très pratique, c'est-à-dire que par exemple il y a des fois où elle explique qu'elle fait l'heure du compte après une journée entière de service public et qu'elle est fatiguée, ou il y a des fois aussi où elle explique que voilà, quand l'heure du compte commence, on ferme la chaîne dans l'escalier. Et aujourd'hui, à la bibliothèque, quand l'heure du compte commence, on ferme la chaîne dans l'escalier. Donc voilà, c'est vraiment très ancré dans le bâtiment et dans le quotidien de cette bibliothèque. Donc il y avait l'heure du compte toutes les semaines, mais il y avait aussi des lectures
et des pièces de théâtre, en particulier pendant les vacances scolaires. Et ce compte-rendu nous a particulièrement touchés, on s'en est rendu compte d'ailleurs avec Guillaume, puisque donc elle demandait en fait à des amis de venir lire la pièce avec elle, et que celle-ci, c'est France Bloch et sa sœur Marianne qui participent à la lecture à la bibliothèque en janvier 1937. Et on retrouve, comme à l'heure joyeuse, l'idée que les enfants participent à la vie de la bibliothèque, au quotidien de la section enfantine. Donc Jacqueline Dreyfus-Veil, elle leur a proposé d'écrire à Jean de Brunoff. Et Jean de Brunoff a répondu une très gentille lettre de 4 pages avec un dessin original de Babar, où il dit entre autres qu'il va venir rencontrer les enfants de la bibliothèque, et on a un rapport d'activité qui explique qu'effectivement il est effectivement venu à la bibliothèque offrir ses livres aux enfants du quartier. Et un autre exemple très touchant de ce qui pouvait être fait à la bibliothèque, c'est cette exposition qui a eu lieu en 1935-1936 autour des poupées du monde. Ce sont les enfants de la bibliothèque qui ont fait le catalogue de l'exposition avec des dessins, puisque chaque poupée a été, vous voyez, prise en photo et dessinée par un enfant, des textes, des cartes pour montrer l'origine géographique de chaque poupée. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que les enfants participent au quotidien dans la ligne directe de l'éducation nouvelle. Ce qui nous permet en fait, ce que je vous disais, de voir vraiment le quotidien d'une bibliothèque avec ses habitués. C'est-à-dire que dans les comptes rendus d'heures du conte, on a beaucoup de noms d'enfants qui reviennent, qui sont cités, des réactions d'enfants. Ce sont des enfants souvent qu'on retrouve dans le catalogue des poupées. Donc là, par exemple, voilà le dessin de Micheline Laureau, le poème qu'elle a écrit à propos de sa poupée préférée, et un petit extrait d'un compte-rendu d'heure du conte. Voilà, nous avons mis impitoyablement à la porte les enfants trop âgés. Mais Micheline Laureau et Mathilde Le Simple restent qui connaissent l'histoire et se la racontent entre elles malgré nos silences irrités. Madeleine Le Simple, qu'on retrouve prise en photo sur les marches de la bibliothèque Fessard. Et ces photos-là, sur les marches de la bibliothèque, c'est la famille de Jacqueline qui nous les a données. Donc ça montre aussi vraiment l'attachement de la bibliothécaire à son public, puisque c'est des photos qui n'étaient pas conservées dans les archives de la bibliothèque, mais bien chez elle. Et en voilà d'autres. Donc voilà, là on a par exemple une liste d'habitués, et c'est vraiment voilà, comme un fil conducteur dans les comptes rendus d'heure du conte. Donc par exemple Marguerite et Laurentine Récrosio, qui étaient cousines. Et je pense qu'une des choses intéressantes à faire, ça serait aussi d'aller chercher ces enfants, ces lecteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel est leur parcours. On a déjà quelques bribes en 1936, donc exactement à cette période-là, il y a un recensement, et donc on trouve des informations sur les habitants du quartier. Donc par exemple, Marguerite Récrosio, voilà, elle était originaire d'Italie, elle avait un père vitrier, donc ça donne aussi une incarnation supplémentaire à cette vie de la bibliothèque qui s'insère aussi dans la vie du quartier. On découvre la vie de la bibliothèque, on découvre aussi donc, le parcours d'une professionnelle. Donc voilà un CV qu'elle a envoyé en 1937 à la bibliothèque Forney. Et où on voit bien que c'est une personne déjà qui a fait des études, qui est diplômée en pédagogie, qui a ensuite qui a passé des diplômes professionnels, le diplôme de l'école municipale de la bibliothèque de la ville de Paris et le diplôme technique de bibliothécaire, qui a fait plusieurs stages pour se former,
en particulier à l'heure joyeuse. Donc, on est à un moment où s'invente ce métier de bibliothécaire jeunesse à la française, comme dit Viviane. Jacqueline Dreyfus-Veil s'inscrit pleinement dans ce renouveau. Elle est très proche de Marguerite Gruny, à qui elle écrit à de nombreuses reprises. Elle a conscience de ce rôle de modèle que joue la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, donc elle participe, elle envoie des courriers, elle fait des conférences sur les bibliothèques enfantines. Elle participe aussi à Beaux livres, belles histoires. Donc Beaux livres, belles histoires, c'est un livre publié par Marguerite Gruny et Mathilde Riche. Il est là, mais malheureusement, c'est un exemplaire ancien un peu moche. L'idée, c'est qu'on demande beaucoup aux bibliothécaires de l'Heure Joyeuse des recommandations, une espèce de bibliothèque idéale quand on crée une section enfantine. Donc, les bibliothécaires de l'Heure Joyeuse vont écrire ce guide qui est en fait 500 titres pour enfants recommandés. Et Jacqueline Dreyfus-Veil va lire, analyser et commenter plusieurs dizaines de livres. Il y en a 2 fichiers comme ça, qui sont conservés là encore aux archives de l'Heure Joyeuse. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve finalement encore le quotidien du travail de bibliothécaire avec ces collectifs de veille pour la ville de Paris, où on fait aussi ce travail de rédaction, d'analyse. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que c'était absolument pas destiné à être publié, donc elle peut se permettre d'être absolument sévère. Donc, mon commentaire préféré, c'est pleurard, pleurnichard à ne pas garder. Et c'est donc une bibliothécaire professionnelle, mais aussi une bibliothécaire passionnée qui adore son travail, qui adore en particulier le travail autour de la littérature jeunesse. Donc je tenais à montrer cette lettre qu'elle écrit à Marguerite Gruny en juin 42. Donc en juin 42, elle a été arrêtée, elle est en prison. Et elle écrit une lettre de 4 petites pages, dont 3 où elle se demande comment elle va faire venir des livres en prison et créer une bibliothèque en prison. Et elle conclut sa lettre par « Nous sommes ici vraiment trop entassés pour faire un travail sérieux, mais je ne désespère pas de me remettre aux livres d'enfants. » Donc c'était particulièrement touchant quand on sait ce qui s'est passé malheureusement quelques mois plus tard. Donc on a fait ces recherches qui nous ont passionnés, qui ont passionné toute l'équipe. Moi j'ai parlé que de ça à tout le monde pendant des semaines. Et on s'est posé la question de comment transmettre, comment mettre en valeur ce travail-là. Donc en novembre 2022, il y a une exposition donc pas uniquement sur Jacqueline Dreyfus-Veil, sur les 100 ans de la bibliothèque. On a essayé de retracer un peu l'histoire de la création à aujourd'hui, avec plusieurs vitrines consacrées à Jacqueline Dreyfus-Veil. Il y a eu également des rencontres, et en particulier une conférence à la mairie du 19e sur Jessie Carson et Jacqueline Dreyfus-Veil, 2 bibliothécaires pionnières. Une rencontre également sur la transmission de la mémoire dans les familles juives. Mais on voulait qu'il y ait aussi des événements festifs et qui puissent s'adresser à tous les publics. Donc on a eu la chance que la Compagnie des Épices crée un spectacle à l'occasion des 100 ans de la bibliothèque autour du conte, du théâtre et du jeu, qui s'est beaucoup appuyé sur les comptes rendus d'heures du conte, sur le journal de Ménilmontant et sur les écrits de Jacqueline. Et puis il y a eu l'heure du conte. Alors, on s'est dit c'est super, on a la liste de tous les contes qui ont été racontés par Jacqueline à la bibliothèque, on va relire les mêmes histoires 90 ans plus tard. Et là, Viviane est arrivée en disant « Ah, mais à l'époque, elle lisait pas, elle comptait. » Et on a essayé
de relever le défi. Donc voilà, on est 4 à s'être lancés et à avoir raconté des histoires qui avaient déjà été racontées au même endroit 90 ans plus tôt. Donc c'était assez émouvant comme, et pour l'équipe et pour, je pense, le public. Et enfin, la bibliothèque qui s'appelait la bibliothèque Fessard a pris le nom de Jacqueline Dreyfus-Veil. Donc c'est l'équipe de la bibliothèque qui a fait cette proposition et le maire du 19e, François Dagneau, l'a porté au Conseil de Paris. Et en mai 2023, en présence de Karine Roland, l'élu à la culture, de Laurence Patrice, l'élu à la mémoire, et de François Dagneau, le maire du 19e, et de la famille de Jacqueline Dreyfus-Veil, il y a eu donc ce changement de nom et le dévoilement d'une plaque. Voilà. Pour conclure, je voulais dire qu'on a aussi l'envie justement d'ancrer cette mémoire dans le temps, de continuer à la porter. Donc, on a par exemple rédigé un livret autour de Jacqueline Dreyfus-Veil. On a l'envie de participer chaque année au mois des mémoires qui a lieu en mai dans le 19e arrondissement autour de la mémoire de la Shoah et de la résistance, et aussi de porter cette pratique du conte. Alors on ne le fait pas toutes les semaines, hein, on est plus raisonnable, mais voilà, l'idée c'est de continuer une fois par an à faire cette heure du conte à la manière d'eux, pour continuer à porter cette histoire-là. Bon, j'espère que j'en ai pas soit trop dit, soit pas assez dit, parce qu'il fallait qu'on se partage un peu. Le temps que Guillaume boive un petit peu, j'en profite pour préciser qu'il y a aussi la déclinaison virtuelle du livret sur l'application StoryMap, donc vous pouvez retrouver quand même une exposition virtuelle consacrée à Jacqueline. Merci, bonsoir. J'aimerais remercier Hélène et Viviane pour leur invitation ce soir. Et donc je vais aborder en fait la question, je vais parler de Jacqueline, mais sous l'angle un peu de l'histoire familiale et subjective. Donc Jacqueline Dreyfus était la sœur de mon grand-père paternel, François. Et donc pendant très longtemps dans la famille, l'histoire de Jacqueline était entourée d'un épais silence. C'est-à-dire on savait deux choses sur elle. On savait qu'elle avait travaillé comme bibliothécaire, mais on savait seulement qu'elle avait travaillé à Sainte-Geneviève. Et on savait bien sûr qu'elle avait été déportée, arrêtée, et qu'elle était morte à Auschwitz. On ne savait pas donc qu'elle avait été bibliothécaire pour enfants. On ne connaissait pas ce passé-là. Et pourtant, ce passé restait présent dans la famille sous forme de traces très précises. C'est-à-dire que chez ma grand-mère, par exemple, il y avait des livres de l'Heure Joyeuse, et ma grand-mère elle-même avait travaillé des années à l'Heure Joyeuse de Versailles. Et il se trouve aussi que la fondatrice de l'Heure Joyeuse de Versailles, c'était la sœur de mon arrière-grand-mère. Voilà. Donc on était plutôt bien placés pour connaître les histoires de l'Heure Joyeuse, mais on ne savait pas, en tout cas le souvenir de Jacqueline travaillant à l'Heure Joyeuse avait disparu. Et en fait, ce passé professionnel de Jacqueline, il avait donc été enfoui et recouvert par sa fin tragique à Auschwitz. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça qui persistait dans le souvenir familial, le reste avait disparu. Alors pour moi, les premiers témoignages sur Jacqueline, ça n'a pas été dans les archives, mais ça a été un témoignage de sa sœur cadette, Marianne, que j'ai filmé en 2005 pour un documentaire. Et donc, dans ce documentaire, Marianne donc, raconte l'arrestation de sa sœur le 16 mai 1942. Et donc, elle raconte la dernière fois où elle l'a vue à la préfecture de police de Paris. Elle a pu lui rendre visite. C'est un peu risqué, mais bon, elle l'a fait. Elle a même emmené la fille de Jacqueline, qui avait 3 ans et demi à l'époque. Elle était née en 1938,
Dominique, donc voir sa mère, Jacqueline, une dernière fois au dépôt. Là aussi, c'était un peu risqué, mais bon, elle l'a fait. Et donc, je me suis d'abord intéressé à cette histoire d'arrestation. Et donc, les premières archives sur Jacqueline que j'ai pu consulter, c'est d'abord les archives de police. Je suis allé aux archives de la préfecture de police de Paris pour en savoir plus sur cette arrestation. Parce que, on savait que ça avait eu lieu, mais personne n'en parlait dans la famille. Sa fille n'en parlait pas, c'était trop difficile, trop douloureux. Sa fille n'a pas fait les recherches parce que c'était trop difficile. Elle a fait des phases de dépression pendant des années. Enfin, voilà. Donc moi, je suis allé aux archives de police et j'ai effectivement trouvé, il y avait l'histoire de Jacqueline, donc elle a été arrêtée en même temps que France Bloch Serrazin, et en même temps qu'une autre amie à elle qui s'appelait Marie-Elisa Nordman. Toutes les trois étaient des militantes communistes. Et France Bloch, elle, était très engagée dans la résistance, elle était chimiste de formation, elle fabriquait des explosifs qui étaient utilisés pour faire des attentats dans Paris. Et Marie-Elisa Nordman, pareil, était militante communiste. Et cette arrestation, ce n'était pas seulement les trois amies, elles étaient toutes les trois très proches. Il y a eu 70 militants communistes qui ont été arrêtés le même jour, le 16 mai 1942. Donc notamment tout un réseau de résistants autour de Raymond Lestrand. C'était des militants communistes du 14e arrondissement. Voilà. Et donc, il y a eu une rafle. Cette histoire, en fait, on peut remonter un peu en arrière. En fait, France Bloch avait échappé à une arrestation en février 1942. Elle avait été filée par la police. Et entre février et mai 1942, elle s'est rendue plusieurs fois chez Jacqueline. Et donc les policiers ont suivi, ils ont peu à peu identifié les ramifications, ils ont arrêté ensuite tout le monde le même jour. Donc France Bloch faisait partie aussi de l'organisation spéciale. Et donc, à partir de là, donc l'étape suivante, ça a été avec mon père d'aller voir Dominique, donc la fille de Jacqueline, pour parler avec elle un peu de cette histoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas osé le faire pendant des années, pensant que c'était trop dur pour elle, etc. Ça allait lui poser problème, et on s'est rendu compte que non seulement elle désirait en parler, mais elle désirait en savoir plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas de l'histoire de sa mère, et on s'est rendu compte en allant chez elle qu'en termes d'archives familiales, la plupart des choses avaient disparu. Et je pense que l'explication est assez simple, c'est qu'au moment de l'arrestation, les policiers ont saisi chez elle tout ce qui était correspondance, etc., pour identifier les liens qu'elle avait avec France Bloch et avec d'autres personnes. Parce que aux archives de la préfecture de police de Paris, on voit que les policiers ont fait une perquisition très minutieuse. Je pense qu'ils ne mettent pas tout, mais ils ont saisi aussi chez elle énormément de brochures communistes. Voilà, c'était un peu risqué de les garder, mais bon, voilà. Et le reste, beaucoup de choses ont tout simplement disparu. C'est-à-dire que chez Dominique, il y avait très peu d'archives familiales. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent. Elle ne connaît pas des choses sur l'histoire de sa mère. Nous, on espérait trouver par exemple des correspondances entre France Bloch et Jacqueline. Rien du tout, pas une lettre, rien du tout. Je pense que tout ça a été saisi au moment de l'arrestation. Et donc, l'étape suivante, avec mon père qui est historien de profession, et qui avait fait auparavant des recherches sur les deux familles de Jacqueline, la famille de son père et de sa mère, c'était des Bernheim qui venaient d'Elbeuf et des Dreyfus aussi qui étaient à Elbeuf. Et donc la décision suivante, c'était de se lancer dans une biographie de Jacqueline, en partant au départ de pas grand-chose, puisque il y avait ces quelques souvenirs de Marianne, sa sœur, mais avec sa fille, c'était très lacunaire, donc on partait presque de rien. Et il y avait une sorte de paradoxe, on voulait faire une biographie, mais en absence de documents. Voilà. Et donc, quand on a commencé ce travail avec mon père, il y avait vraiment chez lui, et bon, chez moi aussi, mais surtout chez lui, des regrets immenses de ne pas s'être intéressé à cette histoire plus tôt. C'est-à-dire qu'il aurait pu en parler tout simplement avec son propre père, qui était le frère de Jacqueline. Il ne l'avait jamais fait. Il aurait pu en parler avec un autre frère de Jacqueline, chez qui il avait vécu quand il était jeune. Il ne l'avait jamais fait non plus. Et il est historien de profession.
Voilà, donc bien sûr, il y avait des gros regrets, et ça me fait penser à, il y a un passage, très, très beau passage dans le roman de Mendelssohn, Les Disparus, où le narrateur s'aperçoit qu'il aurait pu parler à un moment avec un membre de sa famille, pour en savoir plus sur l'histoire de son grand-père, et en fait, c'était une figure un peu excentrique dans sa famille, qui ne comprenait pas très au sérieux, et ensuite, cette personne meurt, et il s'aperçoit que cette personne connaissait très bien son grand-père, et qu'il ne lui a posé aucune question. Donc il faut, avant de s'intéresser aux archives, il faut aussi, je pense, s'intéresser aux personnes quand elles sont là. Voilà. Et donc, l'étape suivante, donc ça a été pour nous une grande révélation lorsqu'en 2020 et 2021, on a découvert le passé professionnel de Jacqueline, donc le passé à l'heure joyeuse, dont moi j'en avais jamais entendu parler, et donc je l'ai découvert grâce à ce numéro de l'heure du conte, dans lequel vous racontiez toute son activité de conteuse, et pour nous, pour moi en tout cas, c'était une découverte, et on l'a aussi découvert grâce au travail fait à la bibliothèque Fessard, avec l'exposition sur la bibliothèque, et tout ce qui s'est ensuite fait autour du changement de nom. Pendant cette période, on continuait à aller voir Dominique, la fille de Jacqueline, qui désirait aussi, alors c'était très compliqué avec elle, parce qu'elle désirait en savoir plus, et en même temps, si elle avait vraiment voulu en savoir plus, elle aurait fait les démarches, mais c'était pas possible pour elle. Je crois que c'était trop dur, c'est-à-dire, elle voulait toujours s'approcher de cette histoire, mais elle n'y arrivait pas. Parce que c'était assez simple d'aller voir les archives de la police, mais encore faut-il le faire. Voilà. Et elle ne l'a jamais fait, et bon, ça elle a ses raisons. Voilà. Et donc, petit à petit, nous avons travaillé sur cette biographie avec mon père, et donc là, pour le coup, on a eu forcément recours à des archives, parce qu'il nous fallait de la matière. Donc, on a quand même trouvé des archives familiales, même si elles sont très lacunaires. C'est des choses, par exemple des lettres de captivité du mari de Jacqueline, qui au moment de son arrestation demande de ses nouvelles, et puis personne ne lui en donne, et il reproche à la famille de garder le silence sur elle, ce genre de choses. On a trouvé des albums photos, mais des albums sans légende, donc c'est assez compliqué. Il faut observer les photos pendant des heures pour essayer de repérer des gens, pour essayer de comprendre qui sont peut-être les personnes. Et par hasard, parfois, de manière indirecte, on a les explications sur les photos par d'autres personnes. Par exemple, j'ai rencontré une des filles de Marie-Elisa Nordman, qui fait aussi un travail biographique sur sa mère, qui vient d'être publié là. Elle l'a publié, alors c'est amusant, le livre est paru le 16 mai dernier, donc le jour de l'arrestation, enfin anniversaire de sa mère et de Jacqueline, et c'est un portrait de sa mère dans lequel elle raconte le parcours de sa mère comme militante communiste, qui était donc très, très liée à Jacqueline. Et donc elle m'a appris, je lui ai parlé de certaines photos que j'avais dans les albums, et elle m'a dit ce que c'était que ces photos, en fait. Voilà, elle m'a dit parce que enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais Jacqueline était partie en bateau en 1935 avec une amie, avec Marianne Bloch, donc la sœur aînée de Franz Bloch, et il y avait ces photos dans l'album, et elle a su, la fille de Marie-Lisa Norman, a su me dire pourquoi elles étaient parties, etc. Voilà. Donc il y avait ces archives familiales d'un côté, ensuite il y avait les archives, je dirais, amicales, c'est-à-dire j'ai retrouvé des choses sur Jacqueline et sur sa famille en allant voir les correspondances de Marianne Bloch, donc la sœur aînée de Franz Bloch, avec ses parents. Donc c'est un peu indirect, mais pas tant que ça, parce que mon père aussi a retrouvé que les deux familles, Bloch-Herzog, puisque la mère de Franz Bloch s'appelait Marguerite Herzog, ils venaient tous d'Elbeuf, enfin ils venaient d'Elbeuf, et les Dreyfus, donc les parents de Jacqueline, habitaient aussi à Elbeuf autour de 1905-1906. On a retrouvé que les deux familles se connaissaient depuis cette époque-là, en fait, depuis la période d'Elbeuf. Voilà. Pareil, toujours dans les archives entre guillemets amicales, des photos que m'a envoyées toujours la fille de Marie-Lisa Nordman, une photo par exemple d'enfant qui date d'avril 42, et dans laquelle il s'était retrouvé donc, dans la propriété de Jean-Richard Bloch, à la Mérigotte, en avril 42. Donc il y avait à ce moment-là Jacqueline, France, Marianne,
plus quelques autres personnes, et toutes ces personnes étaient là avec leurs enfants, et ils ont fait une photo où on voit les 7 enfants qui sont pris en photo en avril 42, et donc cette photo, en fait, elle date de, quand on y réfléchit, c'est 1 mois avant leur arrestation. Voilà. L'arrestation, c'est le 16 mai. De même, dans les archives amicales, il y a le portrait de Jacqueline fait à 18 ans par Marianne Bloch dans l'Union des femmes françaises, où elle, une publication communiste qui date de 50-51, dans laquelle une publication hommage aux résistantes mortes pour la France. Enfin, c'est une publication du Parti communiste, mais et le texte a été rédigé par Marianne, qui connaissait en fait Jacqueline depuis ses années d'études à la Sorbonne. Voilà. Alors bien sûr, il y a ensuite les archives professionnelles qui sont là, heureusement, très denses et d'une grande richesse. Donc je ne vais pas revenir sur... Enfin, il y a les archives, bien sûr, du Fonds patrimonial de l'Or Joyeuse, où on trouve tous les échanges entre Jacqueline et Marguerite Greny. On trouve aussi tous les projets que Jacqueline a fait en... On trouve des mentions de Jacqueline dans le journal de Cléruchet, quand elle allait aider à l'Or Joyeuse dès 1927. On trouve... le projet Périgueux, c'est-à-dire que Jacqueline voulait monter une bibliothèque jeunesse à Périgueux en 1931. Ça a été, malheureusement, c'était sur le point d'aboutir, mais il y a eu des problèmes budgétaires et ça a été fait après 1945 seulement, enfin beaucoup plus tard. Il y a le journal de Ménilmontant, qui est très intéressant, c'est-à-dire que dès sa découverte de l'Or Joyeuse en 1927, Jacqueline crée l'année suivante, en 1928, dans une cité ouvrière à Ménilmontant, une petite bibliothèque. Et elle tient un journal de bord où elle raconte tous les aventures de cette bibliothèque avec des lecteurs pas toujours très bien disposés. Enfin voilà, c'est une atmosphère un peu houleuse, mais c'est très intéressant. En même temps, voilà, ça fait penser un peu des fois à des choses qu'on peut avoir aujourd'hui dans certains collèges. Enfin, voilà, toute proportion gardée, mais voilà, ça fait penser à ça. Et il y a bien sûr les archives de la bibliothèque Fessard, donc sur l'heure du compte, sur ces fiches de lecture. Ça, c'est très très intéressant, avec les mentions de ces lectures, effectivement, Pleurard, Pleurnichard, Patriotard, les livres religieux qu'elle ne supporte pas. Mais ça concerne aussi d'autres livres de propagande, par exemple pour les livres communistes. Elle lit aussi beaucoup de livres communistes dans ces années-là, et même si elle-même est proche du Parti communiste, compagnon de route, etc., elle regarde un esprit critique vis-à-vis de ces livres. Elle les juge parfois comme étant des livres de propagande. Elle garde un esprit critique, c'est assez intéressant. Et il y a bien sûr aussi les archives administratives. Bon, là je passe, mais voilà. Mais donc, pour finir et pour conclure, effectivement, il y a différents types d'archives, mais il y a quand même des choses, malgré tout, que l'on ne va pas retrouver, ça j'en suis sûr, malheureusement. Donc des choses que on a... Bien sûr, entre le moment où on a commencé et aujourd'hui, on a trouvé énormément de choses dont on n'imaginait pas qu'on allait trouver autant de choses. Mais il y a des choses très importantes qu'on ne trouvera pas parce qu'elles ne sont pas dans les archives. Et là, je pense qu'il y a certains souvenirs qui, malheureusement, sont définitivement perdus. C'est-à-dire, on peut faire des hypothèses, on peut formuler des questions, mais on ne saura pas. Enfin, ce sera le mystère, il n'y aura pas de réponse. Voilà. Moi, je vais revenir un petit peu sur ce que sont les archives en fait à l'Heure Joyeuse, mais on va commencer non pas par du papier, mais par une écoute. Alors, vous allez écouter une cassette. Donc, vous excusez la qualité. C'est un très très court extrait d'une interview de Marguerite Greny en 1980 à la BPI par René Lemaître. C'est très très court et vous verrez pourquoi je l'ai choisi. Je suis effondrée, et dans la cour de la Bibliothèque nationale, il y avait une visite de la Bibliothèque nationale, et dans la cour de la Bibliothèque nationale, Eugène Morel me présente à Berluchet et à Claire Luchet. Alors je dis à Claire Luchet, vous savez bien, c'est tout à l'heure, vous savez ce que c'est bien, ce que c'est bien, ces bibliothèques pour enfants, etc.
Et à ma grande surprise, c'était le lendemain, ou le surlendemain, mais je crois que c'était le lendemain, elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, voulez-vous être cette personne? Mais vous avez quel âge, Marguerite Bienvenue. Oh, 19 ans. Voilà. Il faut imaginer que ces premières bibliothécaires, voilà, avaient 19, 20 et 25 ans. Donc Claire Huchet, première directrice jusqu'en 1929. Marguerite Gruny, qui commence à travailler en 1923 pour la préfiguration et jusqu'à sa retraite en 1968. Et Mathilde Leriche, qui le rejoint pour l'ouverture en 1924 et qui va travailler à l'Heure Joyeuse jusqu'en 1965 à sa retraite. Voilà. Juste vous dire que, c'est les trois que vous avez sur la photo. Donc Claire Huchet au centre, Marguerite Gruny à gauche et Mathilde Riche à droite. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces pionnières, en fait, avaient conscience de l'aspect novateur de cette création de nouvelles bibliothèques pour la jeunesse et qu'elles ont eu à cœur de garder des traces de cette histoire. On a beaucoup parlé de disparition, etc., mais bibliothécaires, et là je parle aussi pour moi, on n'est pas forcément les meilleurs archivistes de notre passé professionnel, et ça pose problème aux chercheurs, n'est-ce pas Isabelle? Voilà. Et en fait, on imagine, là, on a l'impression qu'il y en a des kilos d'archives, mais pas du tout. En fait, il y avait 2 grands cartons rangés en sous-sol, avec donc des correspondances, des rapports, des articles, les rapports annuels de 1924 à 64, qui vont être numérisés, qui avaient été reliés, comme ça, pas perdu, et aussi des articles de presse. Et moi, ça m'avait frappé, elles étaient abonnées à l'Argus de la presse, à l'époque. Voilà. Également regroupées dans des recueils reliés. Et puis des cahiers de bord dont Jean-Marie et Martine vont reparler. Voilà. Rédigés d'abord par Claire Huchet, puis Marguerite Gruny, et récemment, Anne-Marie Leriche, ici présente, m'a laissé des cahiers rédigés par des cahiers de bord aussi de Mathilde Leriche. Voilà. Il y avait aussi des albums photos, des livres d'or et les traces de réalisation faites par des jeunes, des affiches, des journaux, etc. Voilà. Ces archives originelles ont été complétées par un gros dossier administratif confié, je pense de façon pas très légale finalement, par Guy Baudin, qui avait été chef du bureau des bibliothèques et qui estimait que ça serait mieux gardé à l'Heure Joyeuse que je ne sais pas où, peut-être. Et on retrouve des échanges administratifs extrêmement tendus entre le bureau des bibliothèques de l'époque et l'Heure Joyeuse, qui ne faisait pas forcément, qui filait pas forcément droit. Voilà. Et il y a eu d'autres dons. On a parlé donc de ce qui concernait Jacqueline Dreyfus-Uzet, confiée par son mari, et puis également sa fille Dominique Veil, avec qui on était quand même en contact régulier. Et puis les archives professionnelles de Marguerite Gruny et de Mathilde Leriche, c'est-à-dire des fichiers de lecture, des cours, des cahiers, et plus récemment d'autres documents, comme le don de Rose Lévin sur le travail qu'elle avait fait sur l'Aiglon. Elle était jeune lectrice à l'époque, et la rencontre qu'elle avait organisée avec l'historien André Castelot, ou une lettre extrêmement forte, enfin très impressionnante de Marguerite Gruny à Janine Alphard-Burger, qui a été bibliothécaire donc juste avant-guerre et avant de se marier, où elle a quitté le métier, donc avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été reproduite dans l'ouvrage de Martine Poulain sur la période, et qui est vraiment très, ça donne un peu une vision c'est presque une vision de ce qui va se passer pendant toute la guerre. C'est une lettre vraiment très impressionnante. En revanche, les registres d'inventaire des livres, des acquisitions ont été perdus, même si les bibliothécaires disaient qu'elles ne reflétaient pas la réalité des acquisitions, contrairement à Versailles ou Toulouse, qui ont gardé leur premier registre. Et on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui a été éliminé, parce que 2 grands cartons, c'est pas énorme. Donc, finalement, est-ce qu'on n'a pas une histoire un peu, entre guillemets, officielle, enfin, voilà. Mais en même temps, on peut recroiser avec des tas d'autres sources, et surtout avec des témoignages. Et ça a été notre grande chance. Moi, je suis arrivée à l'Heure Joyeuse en 86, et l'histoire de l'Heure Joyeuse, franchement, je ne connaissais pas vraiment. Pendant mes études, j'en avais pas entendu parler, parce que fin des années 70, c'est le moment où vraiment les bibliothèques jeunesse se créent, et quand on avance, le passé, franchement, on s'y intéresse pas franchement, c'est dommage. Et un jour, en 88, j'ai un coup de téléphone, et ma correspondante se présente.
je suis Marguerite Gruny, je pense que vous voyez qui je suis. Et quand je suis partie à la retraite, j'ai laissé des cartons. Je pense que depuis, ils ont dû être manipulés. Et si vous voulez, je vous les reclasse. Donc, elle habitait pas très loin de la bibliothèque. Je suis allée les lui porter. Et puis ensuite, elle les a commentés. Et c'est là où vraiment, je me suis penchée dedans. Et en complétant avec d'autres sources, et j'ai vraiment perçu qu'est-ce que c'était le contexte finalement à la fois historique, pédagogique, bibliothéconomique, par rapport au métier, et culturel. Et finalement, j'ai compris c'était quoi les racines du métier de bibliothécaire pour enfants que j'exerçais. Et donc, avec mes collègues de l'Heure Joyeuse, et en particulier Françoise Lévesque, on a eu envie de les mettre en valeur, et ça a été l'exposition Livre mon ami 1914-1954, un grand panorama sur le livre, avec les collections que Françoise avait réunies au Fonds patrimonial, et puis ses archives, et puis aussi un article que j'avais fait pour l'histoire des bibliothèques. Mais franchement, cette histoire, elle est devenue vivante quand elle est sortie du papier et que les autres rencontres ont pu se faire. Grâce à un autre lecteur, Alain Bourla ici présent, qui était resté... beaucoup d'anciens lecteurs continuaient à aller voir les bibliothécaires. Voilà. Et donc, c'est lui qui m'a présenté Mathilde Le Riche. Et puis ensuite, j'ai rencontré Claire Huchet. On a eu ces témoignages qui infirmaient d'ailleurs, ou au contraire disaient, non, c'est parti des archives. Finalement, il y a un gros dossier, mais en fait, ça n'a pas donné lieu à une action vraiment importante. Voilà. Et puis, grâce à elle, j'ai rencontré Janine Alphard-Burger, Gilberte Mantoux, donc en famille, ça le hasard c'est quand même incroyable, puisque la fille d'Antoinette Comte qui avait créé l'Heure Joyeuse de Versailles, et donc là, autour de Jacqueline Dreyfus-Weygl, on se retrouve à la fois du côté de l'Heure Joyeuse de Versailles, du côté de Fessard, etc. Voilà. Dominique Veil aussi, dont j'ai fait la connaissance, des stagiaires, Geneviève Pat, Isabelle Jean, Monique Stiefâtre, qui après a été à la bibliothèque d'Asnières, Françoise Audoux, qui nous a permis d'organiser une grande manifestation hommage à l'Arsenal, juste avant que malheureusement Marguerite Gruny et Claire Huchet décèdent en 1993. Et puis aussi les auteurs, les illustrateurs ou leurs descendants, Claire Mouzas, la petite fille de Charles Vildrak, Claude Roy quand même, qui a préfacé donc... Le livre, voilà, le livre témoignage, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à recueillir les témoignages et on les a publiés pour les 70 ans de la bibliothèque. Voilà. Et puis les lecteurs, voilà, c'est surtout eux. Perrine Ronsin, quand même, la fille de Jeanne Morel, qui a pu raconter qu'elle se souvenait du jour de l'inauguration. Maurice Kling, qui fréquentait, qu'on est allé interviewer avec Jean-Marie et Marie-Christine, qui était un lecteur très fidèle, qui venait voir Mathilde Le Riche régulièrement, et qui en fait, il a été déporté, il est revenu, et il a fait un témoignage absolument bouleversant dans ce livre que je vous ai montré, le livre bleu. Voilà. On a rencontré évidemment François Fauché, le fils du père Castor, et non, ça c'est autre chose, pour les éditeurs, pardon. Et puis juste un lecteur, Charles Aznavour, qui jouait dans les pièces de théâtre et que j'ai eu au téléphone quand on demandait les autorisations pour publier la photo. Et là, j'étais un petit peu... D'abord, j'ai cru qu'on me faisait une blague. Et deuxièmement, non, c'était bien Charles Aznavour, mais à l'époque, il fréquentait l'école du spectacle dans le 5e et il participait aux fêtes, aux spectacles et surtout aux pièces de théâtre. Mais il ne se souvenait plus de l'Heure Joyeuse. J'étais un petit peu... Voilà. Mais en tout cas, moi je sais que je suis restée 27 ans, c'est effectivement très long à l'Heure Joyeuse, et il n'y a pas eu un mois sans qu'un ancien lecteur ne vienne, d'autant que Alix Romero avait fait, dans la vitrine extérieure, retracer un peu cette histoire avec des photos et aussi un texte. Et je vais juste terminer là-dessus.
Un jour, voilà, une dame entre, déjà assez âgée, elle me dit, ben voilà, en fait, le jeune homme qui est en photo dans la vitrine, eh bien, il s'appelle Marcel Kurtz, c'est mon petit frère. Et à l'époque, il y avait une campagne pour un reportage pour un journal. Et tout le monde était en train de regarder les journalistes, enfin tout le monde posait. Et en fait, lui, il posait pas du tout. Il était tellement concentré dans sa lecture que, voilà, c'est une vraie photo. Et puis après, ben, il a dû fuir pendant la guerre. Et son destin, que tout le monde, sa sœur, toute sa famille disait, il sera écrivain, il sera dans la littérature. Bon, voilà, son destin, ça a été tout à fait autre chose. Mais j'avoue qu'on était très émus le jour où elle est venue. Voilà. Alors, on est toujours à la recherche, en fait. C'est pareil, une fois qu'on commence à tirer les fils, on continue à trouver des choses. On recherche vraiment une émission à Radio Paris où Janine Arburger comptait des contes du monde entier qui s'est arrêté en 1939. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas quand même un enregistrement. J'espère que... Voilà, est-il dans la salle, quelqu'un dit. Voilà. Et puis se pose la question de la préservation des archives, je dirais, du quotidien des bibliothécaires jeunesse, mais tous les bibliothécaires, qu'on n'est pas toujours... Voilà, mais peut-être que l'important n'est pas là, l'important c'est peut-être de faire vivre toute cette histoire. Voilà. Et je donne la parole... Martine Vincent qui ont découvert nos archives et en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Merci. Bon, alors pour vous expliquer ce que nous avons fait, nous avons rythmé notre présentation en 4 temps ou 4 étapes. Alors première étape, comment c'est arrivé ou quand l'occasion fait la recherche. Alors une petite anecdote pour commencer. Au départ, pour nous, il y a une émission de France Culture, Attrapée au vol, un beau matin d'été. Et c'était une série sur la littérature de jeunesse dans La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin. Viviane Erzati et Hélène Ballotto parlaient du fonds patrimonial de l'heure joyeuse et à un moment, elles ont signalé l'existence d'un corpus de notes très peu étudié jusque-là sur la pratique de l'heure du conte à l'heure joyeuse, et ce, dès 1924. Alors, tilt, évidemment, ces informations ont aussitôt retenu notre attention parce qu'elles croisaient, bien évidemment, nos champs de recherche théoriques et professionnels. En tant qu'enseignants et en tant que chercheurs, nous nous intéressons en effet depuis longtemps aux médiations culturelles et littéraires, à la littérature de jeunesse et plus généralement encore au développement de la lecture à l'école et en particulier aux relations entre lecture à l'école et lecture en bibliothèque. Alors juste rapidement, on a choisi 2 exemples de publications que nous avons dirigées ou co-dirigées pour illustrer, de façon à ce que vous voyez un petit peu ce que c'est que notre travail, nos intérêts de chercheurs et de praticiens sur ces problématiques dans la longue durée. Si Jean-Marie va en parler. Oui, c'est juste pour l'illustration. Donc ça, c'est une publication des presses universitaires de Lyon. Ce sont les actes d'un colloque pluri-institutionnel, rectorat de Lyon, donc éducation nationale. Ah oui, oh, j'aime pas ça. Non, Au fond, vous entendez? vous entendez? Oui, merci. Et ministère de la Culture, la DRAC Rhône-Alpes à l'époque. Et bon, sans changer du code, je crois que c'est quand même dans ces actes qui ont été publiés donc, sous l'égide de la Maison du Livre, de l'Image et du Son de Villeurbanne. Vous voyez, je vais le faire circuler, hein. Lecture et médiation culturelle au pluriel. C'est une des, me semble-t-il, une des premières occurrences de cette expression médiation culturelle. Avec des collègues fameux à l'époque et aujourd'hui encore, Jean Hébrard, Martine Burgos, François de Saint-Gly, Nicole Robin, Martine Poulain, et puis Marie-Christine Roy et d'autres collègues. On travaillait à l'époque dans les collèges et on faisait des travaux en relation avec les bibliothèques. Voilà, donc c'est juste pour l'information. Et puis l'heure du conte, donc, qui a été publié en fait en 2020, juste
petite publicité parce que la co-directrice est là, donc il faut que je me fasse bien voir par Cécile Lévy. Non, c'était une blague. Et donc, vous trouvez ça en accès libre sur Open Edition. Et c'est 200 pages, donc effectivement, on en a parlé, pardon, sur l'heure du conte. C'est un focus sur l'heure du conte en particulier, qui commence avec un entretien avec Viviane Ezrati. Et puis il y a 5 ou 6, vous allez le voir, et je vais faire circuler, certains connaissent déjà, 5 ou 6 contributions sur Jacqueline Dreyfus, une collègue ethnographe. Marie-Christine a écrit un article sur oralité de résistance, parce que ce n'est pas toujours idyllique, évidemment, et oralité joyeuse. Moi, j'ai essayé de comprendre ce que c'est qu'écouter, s'écouter, écouter dans cet univers nouveau du contage. Et Nicole Belmont a fait un très bel article aussi sur les contes de fées. Ça c'est beau, comme disait l'une ou l'autre de ces jeunes auditrices. Voilà, donc je vous fais passer pour l'information. Merci. Alors, le deuxième point que nous allons aborder, c'est les documents sur lesquels nous avons travaillé et le corpus, mais notre corpus. Alors, l'heure du conte, et dès le début, et on s'en aperçoit très très vite en se plongeant dans les archives, une activité phare de l'heure joyeuse. C'est... c'est la version française, on en a déjà un petit peu parlé, de la Story Hour anglo-saxonne. L'heure du conte, je vais très vite, c'est dire ou lire, l'un ou l'autre, à haute voix et à belle voix aussi, pour un public soit enfantin, soit déjà juvénile pour certains. Alors Claire Huchet et ses collègues ont été les pionnières, on l'a dit, de ce nouveau mode qu'on pourrait appeler de médiation orale de la littérature. Et la bonne aubaine pour des chercheurs, c'est que ces jeunes et avant-gardistes bibliothécaires de l'heure du conte, tout, on pourrait dire, à leur aventure professionnelle, sociale et culturelle d'ailleurs, ont tenu de longues années durant des cahiers de leur propre formation et même auto-formation au comptage. Et surtout, ce qui nous a le plus intéressé, et c'est sur quoi nous avons particulièrement travaillé, elles ont rédigé à vif, on pourrait dire, des fiches de leur performance hebdomadaire. Alors c'était, bien sûr, on l'a dit, Claire Huchet, mais Marguerite Gruny, Mathilde Leriche et Jacqueline Dreyfus à la bibliothèque de la rue Spessart. Et ces notes de terrain, parce qu'on peut aussi les appeler comme ça, se présentent, si vous voulez, comme une sorte, si on essaie de les caractériser, comme une sorte d'observation participante, doublée d'une forme d'évaluation professionnelle. Et ces fiches ont été essentiellement rédigées à l'usage interne, hein, c'est-à-dire entre elles, hein, et évidemment par rapport aux stagiaires qu'elles recevaient. Et on y voit petit à petit s'y dessiner plusieurs conditions favorables, ou défavorables d'ailleurs, à un nouveau mode qu'on pourrait appeler de connivence culturelle qui s'invente, et on le voit très bien, et c'est ça qui est intéressant, semaine après semaine, mais on pourrait dire toujours avec un grand enthousiasme, et sûrement qu'il en faut pour mener à bien une telle tâche, et toujours avec une extrême exigence. Il faut dire que ça, nous l'avons vu, nous l'avons perçu, et ça nous a extrêmement intéressés au fur et à mesure que nous avancions dans ce travail. Alors, pour que vous voyez un petit peu concrètement, mais on en a déjà vu quelques exemples, qu'est-ce que c'est que matériellement ce corpus et ces fiches, hein? Eh bien, on va vous présenter quelques-unes de ces fiches, qu'on peut dire artisanales, parce que vous verrez, ça peut être griffonné, raturé, même si on essaie de les faire le plus clair possible, c'est vraiment un travail artisanal. C'est descriptif, ce qui nous caractérise, c'est évaluatif, et c'est l'évaluation d'une performance de conteuse, comme on dirait aujourd'hui, hein, et d'une grande attention à ces effets, aux effets de cette performance, effets souvent contrastés sur le jeune public. Et
ça, c'est extrêmement précieux. Ces fiches sont finalement assez lisibles, hein, parce que pour certaines, elles sont manuscrites, mais on arrive quand même à les lire assez vite. Et la plupart du temps, elles sont dactylographiées. On peut en découvrir ensemble quelques-unes, si vous voulez, deux ou trois. Page 1 de l'exemplaire, c'est pas un corpus, hein, on n'a pas choisi au hasard, mais enfin, il y en a des centaines et des centaines. Page 1, fiche 2, jeudi 16 février 1928, fin de l'histoire des deux sœurs jalouses et de leur cadette, Marguerite Gruny, ça c'est la conteuse, 20 minutes, la durée de la séance de comptage, 18 enfants, 10 filles, 8 garçons, âge moyen 10 ans. Parce que ce sont ces notes de terrain, en fait, d'après-comptage, beaucoup de succès. Les fillettes poussent des A de satisfaction quand elles apprennent que la princesse a réussi là où ses frères avaient échoué. Triomphe du féminisme. Et un peu plus loin, la scène du jugement amuse beaucoup les enfants, éclat de rire et sourires nombreux. Pour regarder encore une ou deux, page 2, la première fille de la page 2. Cette fois-ci, c'est Mathilde Le Riche, c'est le jeudi 29 avril 1926. Je vais directement donc au texte. Ont l'air très intéressés, écoutent profondément et suivent avec une attention soutenue. Rire. À noter que plusieurs apprenants qu'on lirait au lieu de raconter avaient eu l'air déçus. Après la lecture, sont heureux. On commente dans la littérature orale certaines de ces fiches. Et puis une dernière peut-être, Christine. En page 3, la dernière fiche, la page 3. Alors, c'est à peu près lisible. Mathilde Le Riche, jeudi 22 octobre 1936. Semble-t-il, il y a une stagiaire, monsieur ou madame Vigneron. Les séances ont lieu dans la cave. Oui, intérêt croissant, souvent même les enfants sont pris. J'aime beaucoup cette expression, être pris par l'histoire, pris par la voix conteuse. Ils se souviennent de tous les détails de la première lecture et les héros du livre leur sont familiers. Parfois des mots ou expressions trop difficiles, formes qui gagneraient à être simplifiées, etc. Alors, troisième point, pour avancer, ce que nous avons découvert, l'invention d'une pratique culturelle, le comptage en bibliothèque. Alors, en explorant ce corpus, nous avons rapidement constaté, et ça a été évoqué aussi, mais c'est quand même extrêmement important, l'importance de la formation intellectuelle de ces jeunes femmes bibliothécaires et aussi leur engagement, parce que forcément ça a des répercussions sur leur travail, leur engagement dans des mouvements progressistes, voire à l'époque avant-gardistes, en matière d'éducation nouvelle et de rapport aux écrits. Alors Huchet, Gruny, Le Riche, Dreyfus, bon, sont les figures pionnières, nous l'avons déjà dit, mais ce sont aussi des militantes attentives de ce nouveau bel ordre, on pourrait dire joyeux et sérieux, où s'invente l'heure du conte. Et je trouve que c'est particulièrement important aussi, le plaisir moderne, on pourrait dire, de découvrir par soi-même. Et ça c'est nouveau par rapport à la conception de l'enfant, par rapport aux relations, aux livres, etc. De découvrir par soi-même et de s'émouvoir ensemble. Et ça c'est tout le grand travail qu'elles vont faire à travers ces heures du conte. Donc dans ce grand mouvement des idées nouvelles sur l'éducation, ce qui se joue dans ces nouvelles bibliothèques pour la jeunesse, eh bien, ce n'est rien moins que le statut professionnel des femmes, on en a parlé, le rôle participatif et responsable des enfants, à l'époque ce n'est pas une petite chose, et les enjeux culturels de l'oralisation littéraire dans l'espace de la librairie publique, au sens où le définit Eugène Morel, et ça c'est son livre qui date de 1910. Donc c'est véritablement un creuset extrêmement riche où s'élabore une forme tout à fait nouvelle. Alors Claire Huchet, pour parler d'elle, mais on pourrait parler des autres aussi, dans une citation que je vais vous lire, critique
parce qu'elles sont critiques, elles ne sont pas dans l'autosatisfaction continuelle, mais toujours positive. Écrit dans son premier cahier journal, daté de 1924-1925, cette année, notre effort a consisté surtout, c'est la première année, à apprivoiser les enfants et à acclimater l'heure du conte à Paris. Parce que c'est une forme qui vient du monde anglo-saxon. L'heure du conte nous aidera, c'est là où c'est très intéressant, à faire de la bibliothèque non pas une machine administrative, mais une manifestation de la vie. On voit ici, et là aussi c'est intéressant, que le réalisme pédagogique, on voit la réalité, mais ne pousse pas forcément à renoncer au futur proche de l'utopie culturelle. Et donc, dans cette perspective, on conçoit facilement que ce n'est plus le modèle ancien et ses valeurs conservatrices, que là un petit peu évoqué Guillaume tout à l'heure, qui domine, à savoir la trilogie connue, didactisme, ça c'est l'ancien modèle, moralisme, patriotisme, le patriotarde de tout à l'heure, mais de nouvelles valeurs, et c'est ce qui va être mis en avant, humanistes et émancipatrices. Alors comment se manifestent ces nouvelles valeurs rapidement évidemment? L'enfant par exemple est pris en compte en tant que personne qui a droit au meilleur. Et là, c'est le grand tournant esthétique et ludique des objets et des médiations culturelles. L'enfant aussi est pris en compte en tant que participant d'une communauté d'échange. Aujourd'hui, c'est presque une banalité, mais c'est une innovation extrêmement importante. Donc, participant d'une communauté d'échange dans laquelle l'attention à soi et aux autres est une règle de conduite explicite. Alors, on comprend mieux, finalement, pourquoi les fiches de l'heure du conte non seulement valorisent les récits à portée universaliste, mais encore sont extrêmement attentives aux conditions pratiques du contage. C'est pas accessoire, c'est extrêmement important. Par exemple, en page 2, j'attire votre attention, la dernière fiche de la page 2, sous la plume de Mathilde Le Riche, j'ai dit premier, il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. 1er décembre 1938, durée 35 minutes. Le conte semble émouvoir vivement la plupart des enfants. Malheureusement, nous sommes très mal installés, nous ne voyons pas tous les auditeurs, etc. Et un peu plus loin, à partir dans les conditions techniques de la coprésence, de l'échange, à partir de la prochaine fois, puisqu'il n'est pas possible de voir ainsi les auditeurs et les auditrices placés au fond de la salle, nous nous assurerons sur une petite table. Alors, le point crucial, sans doute, de ce dispositif de comptage, pas si éloigné de ce point de vue, d'une certaine façon, de la tradition orale et de sa transmission plus ou moins ritualisée, c'est, alors c'est paraît important pour nous aussi, ce qu'on a découvert et ce qu'on a compris, la quête d'une certaine qualité de l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment et qu'elles essaient de travailler, parce que c'est une chose de le dire, et après, comment on fait, La conteuse se doit d'être à l'écoute de son public. Alors ça, on va dire, c'est évident. Mais aussi, il faut faire, même si c'est évident, mais aussi à l'écoute d'elle-même. Alors là, c'est plus dur. Je cite, « C'est accablant de penser à quel point on ignore le retentissement des contes dans l'esprit des auditeurs. » Et quand nous avons lu cette observation aiguë, presque, et moi je dirais presque douloureuse de Jacqueline Dreyfus, datée de janvier 1936, nous nous sommes dit, au fond, ce b.a.-ba de la communication culturelle vivante, et pédagogues que nous sommes, nous se l'étaient peut-être pas suffisamment posé frontalement jusque-là. D'où, je crois que ça a fortement joué, notre profond intérêt pour le retour sur expérience de cette génération
Alors qu'on a qualifié de généreuse parce que, comme tu le disais, il n'y a qu'à voir le nombre de fiches et de discussions et d'échanges qu'elles ont mis en œuvre de ces bibliothécaires conteuses. La deuxième remarque à propos de la qualité de l'écoute, le jeune, voire très jeune auditoire, se doit d'écouter la conteuse dans les meilleures conditions matérielles et relationnelles, bien sûr, on vient de le voir. Mais l'enjeu, et là aussi c'est très intéressant, c'est pour chacun et chacune d'être à l'écoute de son propre imaginaire. Et voilà, c'est pas le moins d'intérêt du dispositif. Oui, Alors, deux exemples, si vous voulez, oui. qu'on a sous les yeux, que je peux vous lire rapidement. En page 4 du document que nous offrons généreusement. La première fiche, c'est l'université de Lorraine qui fait. Jeudi 7 octobre 1926, Paris Bruni, le genre de flûte de Hamelin. C'est court, hein, 15 minutes, l'assistance est réduite cette fois, c'est assez rare, 5 filles de 9 ans. Voici le commentaire par rapport à ce que vient d'écrire Marie-Christine. Les fillettes sont très attentives, elles semblent, elle dit pas toujours la même chose, hein. Cette fois-ci, cette fois-là, les fillettes sont très attentives, elles semblent apprécier la forme poétique, la fin les rend songeuses. Que sont donc devenus les enfants? On regarde ensemble les illustrations de Kate Greenaway, tandis que les imaginations travaillent pour résoudre le problème. Vous voyez qu'il y a une attention, elles sont attentive, attentionnée, critique, c'est très subtil, hein, quand même. Et c'est rare, en fait, semble-t-il, dans les relations avec pédagogiques ou culturelles avec les enfants à cette époque. Et peut-être en page 3, un document qu'a déjà produit Guillaume, qui est extrait du journal des fiches de l'heure du compte de Jacqueline Dreyfus, cette fois. Vous voyez, c'est le document manuscrit au centre de la page 3, heure du compte, le 24 janvier 35. Bon, alors, cette fois-là, l'assistance est beaucoup plus nourrie, 16 filles, 26 garçons, 42 enfants, donc c'est pas rien à porter. Et c'est Jacqueline qui est la conteuse en présence d'une stagiaire qui s'appelle, si je lis bien, mademoiselle Duchesnay. Bon, pour la première fois, c'est ça, souligné. Malgré des lapsus, malgré deux enfants arrivés au milieu du récit, l'atmosphère, les enfants, tout est incomparable. C'est la première fois. Un plein acquiescement général. C'est indéfinissable, c'est ça. Les enfants sont délivrés, soulignés, d'eux-mêmes, et contingence de la minute présente, de l'installation, etc., etc. Voilà ce qui est attendu du jeu, de l'échange et de la présence comptée. Alors, quatrième et dernière étape, ce que nous avons particulièrement retenu, les résistances, les obstacles, les dynamiques et la postérité. Alors, premier point saillant qui s'impose rapidement, c'est que le contre-modèle à cette socialisation de la parole littéraire, qui est du conte, c'est l'école d'alors, mais aussi la famille, mais aussi l'institution religieuse, où l'on attend pour parler, où l'on se tait, où l'enfant se doit d'être au fond sage comme une image. Ou encore, fort encore, bien sûr très présent à l'époque, les évaluations qu'on pourrait qualifier de soupçonneuses des tenants de la bibliothèque. Donc ce modèle qui se met en place, évidemment, joue comme contre-modèle par rapport à ce qui existe. Le deuxième point saillant, c'est que le cercle du comptage, à l'heure joyeuse, rue Boutebris en 1924, comme rue Fessard en 1934, et bien sûr, n'est pas toujours un cercle enchanté. Loin s'en faut, on s'en doute. Par exemple, la page 4 de l'exemplier
Dernière fiche, samedi 4 décembre 1926, La petite souris grise, Mathilde Le Riche, durée 20 minutes. Sont ravis, écoutent avec plaisir. Malheureusement, à cause de l'heure, il faut presser la fin. Je crois que c'est Laura qui a parlé aussi. Il faudrait compter un peu plus court et peut-être plus gai, car, paramètres sociologiques, socioscolaires, car les enfants sont en classe depuis le matin et ont l'air un peu fatigués. Ils sont d'ailleurs pour la plupart des petits très misérables. C'est le quartier de Brie, les composites du point de vue sociologique à l'époque. Alors, et puis, dans ce cercle qui n'est pas toujours enchanté, les garçons ne sont pas nécessairement au diapason des attentes et des convenances, des codes aujourd'hui de l'heure du conte. Et en clair, ils peuvent perturber la séance, ils peuvent arriver volontairement en retard, ils peuvent faire de mauvaises blagues, etc., etc. Donc ça, évidemment, on a bien compris, on est en présence d'un phénomène d'acculturation. D'acculturation à une certaine modernité, qu'on peut essayer, pas totalement, mais de caractériser, mixité genrée. Les garçons et les filles ne sont pas séparés, ni dans la bibliothèque, ni à fortiori à l'heure du conte, ce qui est une exception. À l'école, c'est séparé, au catéchisme, c'est séparé, partout, les enfants vont, les garçons et les filles sont séparés. On a aussi de la mixité sociale, tu viens d'en parler. Il y a les enfants de la bourgeoisie des grands boulevards, le boulevard Saint-Michel par exemple, pour leur joyeuse rue de Brie, mais on a aussi les enfants des quartiers populaires. Là aussi, il faut apprendre à être ensemble. Il y a aussi autre élément de cette acculturation à la modernité, le culte en quelque sorte du beau texte. Ça ne s'impose pas, ça se travaille. L'intériorité des émotions. On peut éprouver des émotions, mais il faut d'une certaine façon les contenir ou les socialiser pour les partager, ne pas faire n'importe quoi. Le respect des différences, etc. Et tout ce travail d'acculturation, évidemment, on le sait, nécessite un très long même processus. Il n'y a pas que les garçons d'ailleurs qui peuvent perturber, je vous rassure, les filles aussi. Peuvent être indociles, je veux dire comme ça, et parfois un peu perdues. Oui, si on revient page 2, à la dernière fiche de la page 2, j'avais sauté délibérément un passage. Nous ne voyons pas, vous vous souvenez, tous les auditeurs, tous les présents et présentes, aussi une bande de 4 ou 5 petites filles de 10-12 ans, pourtant habituellement gentilles, font les petites sautes au passage les plus sentimentaux. C'est pas féministe là, ce qui trouble l'atmosphère. C'est noté tout ça, parce que ça transmet, elles réfléchissent, elles discutent. Alors les conteuses stagiaires s'exposent elles aussi de leur côté à l'épreuve d'une nouvelle façon de dire et de lire. Et leur initiation, certes, est bienveillante, mais toujours très exigeante. Ah oui. Et on leur dit franchement ce qu'elles ont fait. Alors page 2, juste au-dessus de la fiche que nous venons de lire ensemble, jeudi 15 juillet 1926, là c'est une stagiaire, mademoiselle Chanal, qui anime l'heure du conte, durée 20 minutes. 2 filles et 3 garçons, bon, c'est un petit groupe de 11 ans. Alors attention, intéressés, amusés, rient quand il est question du petit cheval bossu, sont un peu contrariés du mauvais tour joué au lutin pour qui ils montrent de la sympathie. Bon, là c'est l'adhésion. La conteuse ne possédait pas assez bien le conte, fin beaucoup moins bonne que le début, gaucherie, pas assez dialoguée, monotone. C'est une formation critique. C'est le job. Mais ce qui domine de très loin, en tout cas selon nous, ce sont les satisfactions des enfants et les satisfactions
spécifique des pères. Ah, c'est pas bon. Alors, la première page, oui, bah, j'ai été distrait. Première page, la fiche 1 et la fiche 3. En fait, il y a une erreur de montage, mais c'est la même. Pour illustrer ce que vient de proposer Marie-Christine. Jeudi 3 mars 1927, Claire Huchet, très amusée, anticipe chaque fois, sont très excités à chaque épisode et délirants de joie à la fin. Ou alors, très intéressé, un petit qui connaît, alors on passe à la dernière fiche là, de cette page, qui connaît l'histoire, l'oublie bientôt, c'est merveilleux, tant il est intéressé. La confection du plat de nouilles et le succès remporté par Antoine ont beaucoup de succès, ont peur mais aiment l'histoire de la voix. Nous avons donné plus de détails qu'il y en a dans le livre et rendu l'histoire moins sèche. Ils sont autant pris que par un conte. Il faut remettre la suite au prochain jeudi au milieu de nombreuses protestations. Continue. Donc, réflexivité, comme on dirait aujourd'hui. Alors, l'heure du conte, on le voit, ne laisse jamais indifférent son auditoire. Et l'heure joyeuse, on peut dire aussi, hein, on l'a un petit peu évoqué, mais on peut le rappeler, fascine les bibliothécaires modernistes, on peut le qualifier comme ça, de France et de Navarre, qui viennent observer son fonctionnement, parce que sans arrêt, il y a des visiteurs, des visiteuses qui viennent voir comment fonctionnent ces lieux. Alors, pour terminer, un dernier point qui nous a particulièrement frappé, c'est que l'heure du conte, ce mode innovant de médiation orale, ce nouveau style de relation humaine, est placé sous le signe exigeant et stimulant de la jeunesse. Et quand même, on peut dire que c'est quasiment une révolution symbolique. Jeunesse d'une institution, on l'a dit, jeunesse des publics, jeunesse des bibliothécaires et surtout, genèse d'un nouveau monde à construire dans l'après-guerre. Et c'est pas tout à fait une formule, ou c'est même pas une formule. Regardez page 4, l'extrait du journal de Claire Huchet, juste le premier paragraphe. On dirait la pédagogie freinée, même au-delà peut-être. C'est assez extraordinaire quand même. Mardi 10 août, si on arrive à lire, n'est-ce pas, ensemble, les enfants qui savent que nous faisons un journal sont très intrigués par ce que nous disons d'eux dans le journal. Ah, si seulement, non, il y a quand même des relations, n'est-ce pas? Si seulement nous mettions la main dessus pour leur faire plaisir, nous leur en lisons quelques passages et nous faisons le rêve, c'est magnifique, de nous réunir dans une dizaine d'années pour en faire lecture complète. Et enfin, ce petit cadeau qui rejoint les lecteurs remarquables dont Laura a parlé, qu'on a retrouvé. C'est un peu dépareillé, mais c'est ça qu'on a travaillé finalement. 1928, fin janvier et début février, histoire inventée à la manière de Carl Sandburg au pays de Ruth. En fait, c'est pas à l'anglais, c'est 2 O, mais Rutabaga. Un nombre de séances 3, assistance 15, 7 filles, 8 garçons, âge moyen 9 à 11 ans, durée 1h à 1h15 chaque séance. Alors, tenez-vous bien, c'est absolument magnifique. Mathilde, on pense que c'est le riche, invente l'histoire d'un voyage, fantastique. Les enfants écoutent. Et la conteuse, les enfants qui écoutent et la conteuse, Mathilde Riche, sont les héros de l'histoire. C'est l'histoire dont vous êtes le héros. Ils se tordent de rire, un vrai succès. Ensuite, la bibliothécaire conteuse laisse la parole à ceux qui la désirent. Ils inventent comme il leur plaît et continuent le voyage. Une fillette de 12 ans en essaie de retrouver ses descendants. Il n'a pas trouvé comme ça. Une fillette de 12 ans, Suzanne Grelin, a un don remarquable pour raconter, imagination fraîche, cocasse, naïve, gaie. À noter, grand point de ressemblance dans leur façon d'inventer avec Carl Sandburg. Ces séances de contes le rapportent avec une grande joie
un vrai délassement, un repos. Ils sont très souvent impuissants à traduire le comique qu'ils sentent et qu'ils voudraient. Donc, vive Suzanne Mollin. C'est fini. Merci. Une autre, ça va être une seconde, on va entendre la voix de Mathilde Leriche, en fait, parce que Pierre Guérin, pour l'association des Amis de la Joie par les livres, avait enregistré sur le compte Mathilde Leriche, et vous allez entendre une seconde. Alors, est-ce que c'est bien? Oui. Je trouve que raconter des histoires, c'est une façon d'apprendre aux enfants la beauté de leur langue. Le rythme, je n'aime pas le langage vulgaire quand on raconte des histoires. Et pourtant, on peut avoir beaucoup de succès. Il y avait de votre part un gros travail de préparation alors avant. Oui, c'était très très long. Évidemment, quand on a beaucoup de mémoire, on met un peu moins de temps. Mais si on n'a pas beaucoup de mémoire, c'est très long. Parce qu'il faut bien étudier l'histoire, s'en imprégner. Je ne sais pas de l'apprendre par cœur, si vous voulez, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Par exemple, si vous racontez l'enfant d'éléphant qui pligne, pratiquement, vous êtes obligé de l'apprendre par cœur. C'est un document en fait qui a été publié, hein, donc on peut retrouver, mais en fait on a eu la cassette, pardon, c'est grâce à on a eu la cassette juste là, et donc comme ça on aurait pu entendre et la voix de Marguerite Greny et la voix de Mathilde Leriche.